Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, de la cour d'école aux salles ministérielles, le pays reprend son souffle, reprise et fin des vacances qui rime toujours avec frisson particulier. Et enfin, dans l'actualité internationale, une urgence mondiale face au climat, sauver les zones humides. Nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Merci de nous accueillir chez vous. Eh bien, je vous le disais dans le titre, la fin des vacances rime toujours avec un frisson en particulier. C'est lui du retour dans les rues. L'animation reprend ses droits. Les voitures, c'est presque à nouveau dans les grandes artères, les marchés bruissent de voix et de marchandages. Ce n'est pas seulement le retour aux habitudes, mais une véritable reprise du souffle collectif. Chaque rentrée porte en elle une part de promesses et d'appréhension. Promesse d'un nouveau départ, d'appréhension face aux défis qui se profilent. Les écoliers redonnent son rythme à la ville. La capitale, qui s'était laissée aller à une torpeur estivale, retrouve sa cadence comme une mer qui se retire pour mieux revenir. Le temps des vacances cède la place à celui des engagements, des projets, des ambitions, le retour à la fois intime et collectif. Les écoliers impatients ou distraits préparent leur cartable, tandis que les parents s'affairent dans les marchés entre cahiers, uniformes et fournitures. Une agitation qui redonne au quotidien sa cadence familière. Mais derrière cette rentrée scolaire se dessine aussi une autre rentrée moins visible, plus stratégique, la rentrée gouvernementale. Tandis que les cartables s'alignent et que les écoliers reprennent place dans les salles de classe, l'appareil de l'État s'est lui aussi prêt à renouer avec la cadence de ses travaux. Cap et car une rentrée politique n'est jamais neutre. Elle fixe le cap d'une saison entière. Et elle, c'est le moment charnière où le gouvernement doit transformer les promesses en actions et les plans en réformes tangibles. Les grandes décisions qu'elles concernent l'éducation, la santé, la fiscalité ou encore la politique étrangère façonnent non seulement l'actualité immédiate, mais aussi l'horizon collectif. Rappelons aussi que dans ce croisement entre enfance, studieuse et gouvernance d'avenir, tout le pays à l'unisson se prépare, comme chaque année, à conjuguer une grammaire comme entre défis économiques, urgence sociale et espoir collectif. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, qui a reçu aujourd'hui dans son bureau l'ambassadeur de la République d'Arabe d'Égypte, accrédité en République de Djibouti, Khalid Fahdi Mahmoud, venu lui faire ses adieux à l'occasion de la fin de son mandat. L'entretien s'est tenu dans une atmosphère chaleureuse et empreinte de respect mutuel. Les deux personnalités ont évoqué l'excellente relation de coopération militaire et sécuritaire qui unissent la République de Djibouti à la République d'Arabe d'Égypte, ainsi que les perspectives d'un renforcement futur de ces partenariats stratégiques. À l'issue de la rencontre, le chef d'état-major général des armées a exprimé ses remerciements à l'ambassadeur égyptien pour son engagement constant en faveur du développement des liens bilatéraux. En signe d'amitié et de reconnaissance, il lui a remis un présent symbolique, souvenir de l'armée djiboutienne. Le président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, incarne leadership, empreint de sagesse et dévouement profondément ancré dans la culture de la paix. Depuis le début de son mandat, il n'a cessé de renforcer la stabilité dans le pays et d'œuvrer pour la prospérité de son peuple, tout en étant un médiateur incontournable dans les dynamiques de paix à travers la région de la Corne de l'Afrique. Reportage. Perle stratégique nichée entre l'Afrique et l'Arabie. Djibouti ne se contente pas d'être un simple point sur la carte. Ce pays, petit par sa taille, mais immense par son influence, incarne une stabilité rare dans une région souvent secouée par les tempêtes géopolitiques depuis son indépendance en 1977. Il a su transformer sa position géographique en atout majeur, devenant bien plus qu'un passage maritime, un acteur incontournable de la paix et du commerce régional. Le détroit de Bab el-Mandeb, passage obligé pour près de 10% du trafic maritime mondial, place Djibouti au cœur des enjeux globaux. Chaque année, des millions de tonnes de marchandises transitent par ce port, en particulier celui de Dorali, véritable poumon économique pour l'Éthiopie voisine, qui dépend presque entièrement de lui pour ses échanges. Mais Djibouti ne se limite pas à son rôle logistique, en accueillant des bases militaires américaines, françaises, chinoises et japonaises.
Le pays a su naviguer avec habileté entre les grandes puissances, préservant sa souveraineté tout en tirant profit de ses alliances. Une équation complexe, mais qu'il maîtrise avec une finesse diplomatique. Lorsque la Somalie sombre dans le chaos en 1991, Djibouti refusa de rester spectateur. Dès juin de cette année, il organisera une conférence pour tenter de rétablir un gouvernement légitime. Puis, en 2000, ce fut la conférence d'Arta, une initiative audacieuse qui a réuni clans intellectuels et politiques somaliens. Le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, dans son discours poignant devant l'ONU, en 1999, lança un appel à ne pas abandonner la Somalie aux mains des seigneurs de guerre. Cet engagement ne s'est jamais démenti, comme en témoigne son rôle discret mais constant dans les crises soudanaises où Djibouti a multiplié les médiations pour apaiser les tensions. Créées dès 1977, les forces armées du pays incarnent l'esprit djiboutien, rigueur, discipline et engagement. Loin de se cantonner à la défense du territoire, elles ont pris part à des missions de paix en Somalie, en Centrafrique, jusqu'en Haïti, portant haut les couleurs d'un pays qui mise sur la coopération plutôt que sur la confrontation. Djibouti prouve qu'un pays n'a pas besoin d'être vaste pour peser sur l'échiquier mondial. Par sa diplomatie agile, son économie tournée vers l'avenir et son engagement pour la paix, il montre la voie d'une Afrique qui refuse d'être réduite au rôle de spectatrice. Comme le disent ses dirigeants, la véritable puissance ne réside pas dans la taille, mais dans la capacité à unir, à bâtir et à inspirer. Une leçon dont le monde entier pourrait s'inspirer. Direction Hargeisa, où le président de la République du Somaliland, son Excellence Abdurrahman Mohamed Abdullahi, a tenu aujourd'hui une importante réunion au palais présidentiel avec une délégation de la République de Djibouti, conduite par le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouassama Derié. L'entretien a porté sur le renforcement de la coopération dans les deux pays frères, notamment dans le domaine du commerce, du tourisme, de la mobilité des populations et des projets de développement bénéfiques pour les deux pays. Le président et le ministre ont discuté des moyens d'élargir et de renforcer les relations culturelles, économiques et de coopération historique entre les deux peuples et les deux républiques du Somaliland et du Djibouti. Le président Abdurrahman a remercié la délégation pour sa visite, soulignant l'importance de la collaboration entre les deux pays pour développer le commerce et faciliter le tourisme afin de stimuler l'économie et de créer des emplois pour les communautés vivant de part et d'autre. Pour sa part, le ministre du Commerce et du Tourisme de la République de Djibouti, Mohamed Ouassama Derié, a déclaré que le gouvernement et le peuple djiboutien s'engagent à renforcer davantage les relations fraternelles, la coopération et les intérêts importants qui partagent les deux pays, notamment dans le domaine du commerce, du tourisme et des échanges interpersonnels. Retour à Djibouti, où je vous emmène vers le sud du pays. À l'issue de plusieurs années de sécheresse implacable du pays, notamment dans la région de Dikil, mettant en difficulté la subsistance des populations nomades, la saison des pluies a été clémente et va bientôt commencer à porter leurs fruits, impactant positivement sur la vie des familles nomades. La pluie a touché plusieurs secteurs, notamment Yoboki, Khalafi, le plateau de Dika, Robad, Sankal et Mouloud. Les principaux oueds de la région étaient en crue lors des fortes pluies, notamment les oueds de Gobad, de Hanlé ainsi que Dikil, comme on le découvre sur ces images. Les ruissellements des oueds ont alimenté les nappes phréatiques, renforcé la garantie de l'accès à l'eau. Les zones de pâturage vont repousser grâce à ces pluies de saison Karma, améliorant l'accès à l'alimentation du bétail. Dans une interview accordée à la télévision, M. Ali Mohamed Ali, directeur régional du ministère de la Culture, de l'eau et de l'élevage, vous a expliqué que la région d'Ikil, plus vaste de la région du pays. Les pluies de saison ont été bénéfiques et le déficit hydrique à dû forte sécheresse est écarté. L'eau est abondante dans certains secteurs. Cette situation engendre une renaissance de la verdure et des pâturages. La disponibilité de l'eau fait le bonheur des familles nomades après une longue période de sécheresse et les points d'eau sont alimentés. Ceci fait le bonheur des nomades qui faisaient une quarantaine de kilomètres pour abonner et abreuver leur cheptel. M. Ali, sous-directeur régional du ministère de la Culture, de l'eau et de l'élevage, a eu une pensée envers Allah que grâce à la pluie fait revivre la terre après ces fortes pluies, a-t-il conclu. Du sud, je vous emmène vers le nord du pays où des fortes précipitations se sont récemment abattues sur la région du Grand Ouaïma, provoquant des crues soudaines et causant d'importants dégâts matériels, en particulier dans le secteur allant de Adailou jusqu'à Guiguri et d'Afenetou. Selon les premières constatations, plusieurs jardins ont été envahis par les eaux en crue de l'Oued, emportant avec elles de nombreuses
culture, les pertes concernant notamment des verges, des manguiers, des citronniers ainsi que des puits qui ont été partiellement ou totalement bouchés. Le secteur de l'élevage a également été durement touché. Environ 200 chèvres ont été emportées par la montée des eaux. Face à cette situation, le responsable du ministère de la Culture, M. Moussa, s'est rendu sur place pour constater l'ampleur des dégâts. Il a précisé qu'environ une centaine des jardins ont été touchés par les intempéries, soulignant l'urgence d'un appui aux agriculteurs et aux éleveurs sinistrés. Les autorités locales, les services comptent rester mobilisés pour évaluer les besoins les plus urgents et envisager des mesures de soutien aux populations affectées. Eh bien, le phénomène de changement climatique s'est multiplié dans notre pays. Les récentes pluies torrentielles à Adaïlou fait partie de ces phénomènes. Nous avons demandé des explications sur cette situation à M. Abdallah Solma, expert d'adaptation climatique au ministère de l'Environnement. Écoutons-le. Wilma, il a subi depuis un an de sécheresse. Depuis septembre de l'année dernière, il n'y avait pas eu une goutte de pluie. Et cet événement a causé une sécheresse vraiment très sec et il y avait des manques d'eau, il y avait des pertes de pâturage. Cet événement était vraiment marquant pour les communautés rurales qui vivaient avec des moyens de subsistance des agro-pastoralismes. Suite à ça, il y a eu la période de pluie qui est arrivée. Et avec cette arrivée de pluie, là, il y a eu vraiment des pluies torrentielles que nous n'avons pas connues avant. Nous avons reçu des pluies pendant 2 heures et ces pluies ont causé des dégâts. Surtout, il y a eu une perte de bétail, des centaines de têtes de chèvres. Et on ne sait pas également la quantité des camélins. Il y a eu également de pertes de vaches, une dizaine de vaches et des dizaines de moutons qui ont été emportés par du cri soudain qui a eu lieu vers 18 heures. Donc cet événement nous rappelle tant que l'impact des changements climatiques s'accentue de plus en plus. Dans le passé, on avait eu des pluies avec vraiment des tempêtes qui a causé les dégâts des arbres de millénaires, des jugibiers, des acacias. On a eu de pertes de centaines d'arbres en une seule journée. Mais ces événements aussi rappellent qu'il y a eu de redondance des événements extrêmes, aussi sécheresse que des pluies, qui sont des événements climatiques, des événements extrêmes rares, qui a causé beaucoup de dégâts, surtout les destructions de l'environnement, telles que les érosions de la terre. Avec ces pluies-là, avec de grandes quantités d'eau, il y a des érosions, des fortes érosions hydriques qui emportent la terre entière, qui devraient être exploitées ou encore qui est utilisée aussi pour les pâturages. Donc, à travers cet événement qui est encore arrivé, de pluie et de vents violents, ça a causé encore plus de dégâts qui a encore rendu les communautés rurales vulnérables. Donc, ça serait très important d'évaluer les dégâts de près et de quantifier les pertes de jardins, les pertes de bétail et également les pertes de puits et également les pertes de l'environnement. Du nord, on repasse vers le sud, où la lutte contre la contrebande s'accentue. C'est ainsi que la brigade de la douane d'Ali Sébié, en collaboration avec les éléments de la police et détachement d'Ali Sébié et l'armée Bias, ont intercepté à proximité du périphérique du secteur de la ville d'Ali Sébié une importante quantité de marchandises de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion, dont le poids total a été estimé à 4000 kg de cat. Les contrebandiers voulaient l'acheminer à la capitale. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sébié, Mohamed Moumin Hassan.
rappelant que les douaniers ont tenu à rappeler que la lutte contre la contrebande reste une priorité nationale et qu'elle nécessite la vigilance et la coopération de tous les citoyens. Et ce camion de poids lourd en partance vers l'Éthiopie, transportant des barres métalliques, a dérapé et s'est renversé sur la route nationale numéro 1 au niveau du virage de la montée de la localité de Ouéa. L'accident a causé un embouteillage de grande ampleur, bloquant la circulation. Aussitôt alertés, les gendarmes de la brigade routière de Ouéa sont intervenus pour sécuriser la zone et rétablir la circulation afin de préserver la sécurité des usagers. Face à cette situation préoccupante, une équipe de la grue de la gendarmerie est dépêchée sur place pour épauler les gendarmes de la brigade routière de Ouéa. Lors de l'opération de lavage, les gendarmes de l'escadron de la sécurité routière ont assuré la régulation du trafic en déviant les usagers sur une voie secondaire afin de prévenir tout risque pour la circulation. Et bien, après plusieurs heures d'efforts soutenus, les gendarmes de l'escadron de la sécurité routière ont réussi à dégager les 2 voies obstruées sans le moindre incident. Pour rappel, le haut commandement de la gendarmerie invite les usagers de la route nationale numéro 1 à faire preuve de vigilance et à respecter scrupuleusement le code de la route, en particulier les limitations de vitesse. Je vous emmène en Somaliland, au cœur de la capitale du Somaliland, Hargeisa, ville largement anglophone. Un établissement scolaire inédit vient d'ouvrir ses portes. Pour la toute première fois dans l'histoire de cette ville, une école maternelle francophone accueille les tout-petits, une avancée significative pour la communauté francophone installée ici. L'école française de Hargeisa est un établissement entièrement dédié à la petite enfance. Elle est conçue selon les normes internationales de l'éducation préscolaire, offrant un cadre adapté et sécurisé à l'éveil et au développement des enfants, une structure qui attire déjà de nombreuses familles francophones établies dans la capitale somalilandaise. Cette école est liée à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Grâce à son service d'appui et de développement du réseau, l'agence accompagne les établissements publics ou privés qui souhaitent développer une offre d'enseignement français à l'étranger. Un gage de qualité et une garantie pour les parents soucieux de donner à leurs enfants une éducation conforme aux standards français. Au cours de cette visite, nous avons découvert des salles de classe modernes et adaptées aux besoins des enfants, des espaces colorés, aménagés pour favoriser le jeu, l'apprentissage et l'épanouissement. Les rires et la curiosité des tout-petits témoignent de l'ambiance chaleureuse qui règne dans cette école primaire et pionnière. Cette ouverture répond aussi aux attentes de nombreux ressortissants somaliens vivant en Europe, notamment en France et en Suisse. 2 catégories aussi de diaspora, de familles que nous visions au départ. Un, c'est les francophones qui reviennent de la France, donc qui ont des enfants déjà scolarisés dans le système français, c'est-à-dire sous tutelle du ministère de l'enseignement français. Et de l'autre côté, c'est la diaspora djiboutienne. C'est-à-dire, bon, c'est que Djibouti et le Somaliland sont pratiquement des vases communicants, que les gens sont à la fois ici et là-bas, tels que des familles de commerçants. Nous avions également nos personnels de l'ambassade. On a essayé de nous dire, il faut qu'on trouve une école pour toute cette petite, tout ce petit monde. Et puis, on a eu quelques enfants quand même, on avait une dizaine d'enfants. Et il y a la maternelle, comme vous voyez, la salle de maternelle, qui va être bientôt sur 2 salles. Mais là, bon, comme c'est les vacances, on a tout mis dans la même salle. Mais il y a aussi le primaire, le secondaire et tout ça. Du CP jusqu'à la terminale. Donc nous, on est là, je dis à tous les Djiboutiens, soucieux de trouver une école pour leurs enfants. Nous sommes là et nous les accueillons à bras ouverts. Régional à présent, où la capitale kenyane, Nairobi, a accueilli un événement exceptionnel réunissant les jeunes créatifs d'Afrique sous l'égide du défi technologique africain, dont l'objectif est de permettre à la nouvelle génération de développer des compétences avancées dans des domaines tels que la fabrication numérique, la programmation et l'innovation technologique. Des centaines de jeunes talents provenant de divers pays africains ont participé à l'événement.
présentant des projets innovants visant à relever les défis sociaux et économiques de leur pays. Cette initiative constitue une plateforme essentielle pour l'apprentissage mutuel et pour établir des contacts avec des experts en technologie et des entrepreneurs du monde entier. Les organisateurs ont souligné que la compétition ne se limitait pas aux défis techniques, mais constituait une expérience éducative complète. On reste toujours dans l'actualité régionale. Les sélections locales, à savoir du Maroc et de Madagascar, se sont qualifiées pour la grande finale du championnat d'Afrique des Nations en venant respectivement à bout du Sénégal et du Soudan lors des demi-finales riches en intensité. Le Maroc, double tenant du titre, a confirmé son statut de favori en dominant le Sénégal grâce à son expérience et sa maîtrise collective. De son côté, le Madagascar a créé la surprise de la compétition en éliminant le Soudan, décrochant ainsi pour la première fois de son histoire un billet pour la finale. Et dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, au 691e jour de la guerre d'extermination contre la bande de Gaza, les bombardements israéliens se poursuivent dans le secteur, faisant 54 morts depuis l'aube, tandis que la Croix-Rouge palestinienne signale 58 Palestiniens blessés lors de l'incursion des forces d'occupation. Le président américain Donald Trump est revenu sur ses déclarations précédentes, affirmant qu'il y aurait des résultats décisifs éminents concernant Gaza, tandis que son envoyé spécial au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a évoqué la tenue d'une réunion élargie à la Maison-Blanche. Donald Trump a déclaré lors d'une réunion gouvernementale à la Maison-Blanche: rien n'est décisif à cette situation qui dure depuis longtemps, ajoutant qu'il est impossible de prévoir un résultat définitif concernant Gaza dans les prochaines semaines, a-t-il conclu. Des scientifiques alertent sur le risque de disparition d'environ 20% des zones humides restant dans le monde d'ici 2050 en raison des changements climatiques et de l'intensification des activités humaines. Ces écosystèmes, parmi les plus précieux mais aussi les plus fragiles de la planète, fournissent de l'eau douce, protégeant contre les inondations et stockant d'énormes quantités de carbone. Bien qu'elles couvrent 6% de la surface terrestre, les zones humides abritent près de 40% des espèces végétales et animales et offrent une protection d'environ 60% des populations côtières aux tempêtes et aux vagues extrêmes. Or, elles disparaissent 3 fois plus vite que les forêts selon les données scientifiques. Et enfin, dans l'actualité internationale, une étude de l'université de Stanford montre que la large diffusion des technologies d'intelligence artificielle reconfigurait déjà certaines parties du marché du travail aux États-Unis, les jeunes travailleurs étant plus affectés que les employés plus âgés. L'étude relève que l'embauche des développeurs de logiciels âgés de 22 ans à 25 ans diminue de 20% depuis la fin de 2022. Le recrutement de ce groupe d'âge a également reculé d'environ 6% dans les emplois les plus exposés. L'IA, tandis que le secteur où l'intelligence artificielle est peu intégrée, ont connu une augmentation de 9% des embauches. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.